Salam alaikum Azul Filaouen, bonsoir. Dans un contexte difficile que vit notre pays, le feuilleton judiciaire des anciens responsables continue. Le tribunal criminel de Dar el-Beida à Alger a ouvert ce dimanche, le 10 octobre 2021, le procès de l'ancien ministre de la Justice Taïeb Louh. Lors de son audition, l'ancien garde des Sceaux a lâché des révélations surprenantes. Le procès en question concerne l'affaire des SMS qui implique plusieurs autres anciens hauts responsables et oligarques de l'époque du président déchu Abdelaziz Bouteflika. Plusieurs anciens magistrats sont impliqués dans l'affaire. Il s'agit également de l'ancien inspecteur général du ministère de la Justice Taïeb Belhachem, de Saïd Bouteflika et de Chekib Khalil, son épouse et ses deux enfants actuellement en fuite. Lors de son audition, l'ancien ministre de la Justice a d'emblée qualifié cette affaire grave précédent. À l'adresse de juges, le principal mis en cause est revenu notamment sur son incarcération, intervenue selon lui sous les motivations politiques. Louh a en effet déclaré au juge que son incarcération a eu lieu dans un contexte inconstitutionnel, sous un président n'était pas élu. Il s'agit bien sûr d'Abdelkader Ben Saleh. L'instruction a été entamée à l'époque d'un ministre nommé de manière illégitime, Zarmati, à la demande de l'ancien ministre de la Défense, le défunt Ahmed Gaïd Saleh. À ce propos, l'accusé souligne que la Constitution ne permettait pas un remaniement de gouvernement ni les limogeages avant l'élection d'un président. Le chef de l'État n'a pas de prérogative de remaniement du gouvernement. Ceci dit, l'ancien ministre de la Justice ajoute que Zarmati était mon ancien collègue qui a travaillé sous mon autorité avec le président de la Cour pendant 2 ans. Je ferme la parenthèse. Ensuite, il ajoute à l'adresse du juge, l'affaire est en cours d'instruction. Tout ce que je pourrais dire pourra porter atteinte au secret de l'instruction. Selon lui, l'affaire est extrêmement dangereuse. Par conséquent, je vous laisse examiner mon dossier en votre âme et conscience. On disait de moi que j'ai ouvert de nombreuses affaires dans une enquête sur le fils de défunt, l'ancien chef d'état-major de l'AMP, Ahmed Gaïd Saleh. Pour rappel, l'affaire en question concerne les SMS que Taïeb Louh échangeait avec Saïd Bouteflika et ceux échangés entre ce dernier et Ali Haddad selon l'enquête judiciaire. Ces messages seraient en lien avec les instructions données aux magistrats pour l'annulation des mandats d'arrêt lancés contre Chekib Khalil et les membres de sa famille. Des révélations graves de l'ancien ministre de la Justice, Taïeb Louh. Il évoque l'illégitimité du pouvoir actuel, mais oublie de mentionner l'illégitimité du même pouvoir du temps de Bouteflika, dont Taïeb Louh était ministre de plusieurs portefeuilles. On ne peut pas dénoncer un pouvoir illégitime quand on est en prison, M. Louh, et faire semblant que ce même pouvoir est légitime quand on est ministre. Une chose est sûre, par ces déclarations, Taïeb Louh confirme les revendications du Hirak, Makash Intikhabat Ma'al Isabat, mais aussi le feuilleton judiciaire de la nouvelle Algérie. Et au-dessus de tout, il met à nu le système politique en Algérie. Jusqu'à quand l'Algérie sera otage d'un régime politique clanique qui fait perdre à notre pays un temps précieux, à cette génération, mais aussi aux générations futures? Pourquoi on veut briser le rêve d'une jeunesse qui aspire à un changement meilleur en termes de liberté, démocratie et un état de droit? Pourquoi on continue à faire fuir des milliers d'Algériens, des familles entières, médecins, ingénieurs, architectes, et j'en passe? Un potentiel humain qui fait le bonheur des autres pays. Pourquoi on emprisonne des journalistes, des militants politiques, des avocats, des personnes âgées, des femmes, juste parce qu'ils ont dénoncé ce régime? Tous les indices sont en rouge. La médiocrité n'a pas de limite au sein de ce régime
et on nous dit l'Algérie nouvelle. Mokhek yihbes. On dit quand on touche le fond, on remonte. Mais en Algérie, quand on touche le fond, on creuse. Jusqu'à où nous continuerons à creuser notre propre tombe. Le Hirak s'est soulevé pour sauver notre pays. La question qui est primordiale à se poser, y a-t-il des gens sages au sein de ce régime pour répondre favorablement à la volonté populaire? شبيبة نايضة راو داير روحو ما يسمعش المزبلة واجدة والتاريخ يا خو ما يرحمش الخمسة ماكلات صفحتكم ما نطوات معول تخلطها وتخلي فيها غير الفتات الأميمة ما نسات جبدتها اللي نشوات 10 سنين تيروريزم وزدتو 20 ما كفات زوالي ولد بلاد جدو في جدي عليها مات يا الخاين لاقت بك من يدك هربت ما ولات تروح وقاع تطير وقاع ويبقى غير الحجر في القاع يا مالك الضباع بقرت لي تماما تنباع توكسيك توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول لي خطيك من البوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع فيك من غير بوليسيون باسيفيك يا منتي ما نهناش ملكية ما نغبراش واش ما خسرناش في بلاد العياش شبيبة ما تعياش على بلادي ما تفراش يا منتي ما نهناش ملكية ما نقراش واش بقى ما خسرناش في بلاد العياش شبيبة ما تعياش ولاش سماح ولاش توكسيك راها توكسيك الحالة مخلطة ويقول يخطيك بالبوليتيك توكسيك توكسيك راها توكسيك تتنحو قاع بيك من غير بوليسيون باسيفيك خفنا عليها زمان من الغلطة نتاع زمان غصة في قلب سكتنا باش تبقى هي ثمان طال الحال الشاب زوالي من التخمام غرقتو في الزطلة راضي زيسبيري ما يلام يا القاضي عدل في حكام كاين ربي فوق المال موحدو كيتو هو البندية ما عليه كلام شفنا بعينينا سنين وبقينا حاصلين بين وبين بين حكم الميت ولا الشر وكلاش القتالين طحتو في اليدين ما نسمحو اليوم الدين نموتو ماشي خسارة وتبقى بلادي في العينين ضحيتو بالقلاليل مازال شافيتي قنتورين باسي كريمينال تروحو فيها قاع يا السراقين حرية لا بديل طولنا وما بقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور ما رانا راجعين حرية لا بديل طولنا ما بقيناش خايفين خرجنا قلنا كلمتنا وللور. Algérie, Tayyip Louh dénonce l'illégitimité du pouvoir par l'illégitimité. C'est le titre de notre émission pour ce soir. C'était prévu qu'on va consacrer une dizaine de minutes par rapport à ce qui se passe en Tunisie. Malheureusement, on n'a pas pu avoir notre invité qui était prévu dans cette émission. On va revenir donc sur le sujet algérien. J'ai le plaisir d'accueillir avec nous dans cette émission si Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire, qui sera avec nous depuis Alger via Skype. Si Mohamed Khelfaoui, bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. مرحبا بك بونسوار سي ناصر مرحبا بكل اللي يشاهدوا وكل اللي يشاركوا معنا. Merci à vous, si Mohamed Khelfaoui. On a le plaisir aussi d'accueillir le professeur El Houari Addi, professeur émérite de sociologie à Sciences Po Lyon, qui est avec nous aussi. Marhaba bik, si El Houari Addi. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Allah يبارك فيك professeur El Houari Addi. On aura aussi le plaisir d'accueillir Maître Nabil Esmaïl, avocate membre du Conseil national du FFS depuis Alger aussi, et l'ex-international algérien Saleh Assad, qui sera avec nous aussi dans cette émission. On va consacrer un petit peu de temps par rapport aux déclarations de Belmadi, la situation qu'ont vécue donc l'équipe nationale, et on va revenir bien sûr sur ces déclarations avec Saleh Assad. Je vais commencer avec vous, professeur El Houari Addi, cette émission. مرحبا بك encore une fois, يعطيك الصحة اللي قبلت يعني هذه الدعوة.
C'est professeur El-Houari Addi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Ça fait longtemps, on ne vous a pas entendu par rapport à ce qui se passe en Algérie. On a vu bien sûr les déclarations de Macron, mais aussi ces déclarations de Tayyip Louh qui parlent de légitimité, de l'illégitimité du pouvoir algérien. Votre réaction, professeur El-Houari Addi? Je ne suis pas au courant des déclarations de Tayyip Louh et ça m'étonne qu'il parle de l'illégitimité du pouvoir auquel il a appartenu. Mais évidemment, tout le monde a suivi les déclarations de Macron. Et Macron, en fait, il n'a fait que dire publiquement ce que tous les officiels français et les présidents français de gauche et de droite disaient en privé sur le système politique algérien. À savoir que c'est un système politique qui n'est pas arrivé après l'indépendance à se démilitariser. Et la principale revendication du Hirak, c'est la démilitarisation du politique. Ça ne veut pas le Hirak. Il l'a dit plusieurs fois, il l'a montré. Il n'est pas contre l'institution militaire. Il n'est même pas contre le DRS parce que tous les États doivent avoir un service d'espionnage. Mais le Hirak il dit, il faut que les militaires ne s'occupent pas de politique, ne s'occupent pas des députés, de la presse, etc., etc. Et voilà ce que dit Macron. Et maintenant, c'est devenu une vérité. Eh bien, maintenant, parce que vous savez que les gouvernements étrangers, le Japon, ou l'Allemagne, ou le Brésil, quand ils veulent prendre contact ou avoir des connaissances sur l'Algérie, ils passent par la France. Et donc, ces déclarations de Macron vont, si vous voulez, le régime algérien n'a plus la rente diplomatique française. Il n'a plus la protection de la rente diplomatique française. Et c'est pour ça que les officiels algériens ont réagi très très négativement au discours de Macron. Et je pense qu'il va y avoir des ruptures de contrat, des menaces, etc. Il a bien précisé, El-Houari Addi, quand il avait donc qualifié la nature du système politique en Algérie de système politico-militaire. Est-ce que vous pensez que cette phrase utilisée par Macron, qu'on peut dire inédite dans les relations algéro-françaises, a fâché donc les vrais tenants du pouvoir en Algérie? Mais elle est inédite, c'est vrai. Parce que dans la diplomatie, c'est surtout les intérêts des États et donc c'est l'hypocrisie. Et là, probablement que pour d'autres raisons électoralistes concernant l'immigration clandestine, Macron a révélé publiquement cela. Mais en même temps, il ne faut pas en vouloir à Macron pour ce qu'il a dit. Il faut en vouloir au système politique algérien qui ne s'assume pas en tant que tel. C'est un système qui est autoritaire et qui se présente comme démocratique. Vous comprenez? Oui. Vous êtes autoritaire, assumez votre autoritarisme. Mais vous ne pouvez pas dire que vous êtes démocratique, que vous êtes des élus du peuple, alors que c'est un système qui est autoritaire et c'est les militaires qui choisissent le président, qui choisissent les députés, qui choisissent les maires. Et donc il faut que les militaires assument. Et ils n'assument pas. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Il faut qu'ils assument la réalité du régime. On a vu les réactions, El-Houari Addi, surtout concernant donc les déclarations de Macron quand il a parlé de l'existence de l'Algérie, mais aussi de son histoire et de cette rente mémorielle qui est donc utilisée par le régime. Est-ce que vous pensez que les pouvoirs algériens ou le régime algérien a utilisé donc ce côté, cette question mémoriale historique pour essayer donc, si on peut dire, d'unifier le front national, le front intérieur, pardon, de l'intérieur. Qu'est-ce que vous pensez sur cette question, El-Houari Addi? Alors, sur la question de la nation algérienne, Macron est complètement à côté. Parce que si c'est vrai que la nation algérienne n'existait pas en 1830, mais la nation française n'existe que depuis le traité de Westphalie de 1648. La nation, l'État-nation, est une création de la modernité politique. Un siècle et demi avant 1830, la nation française n'existait pas. La France n'était pas une entité souveraine, c'était une entité qui était sous la domination du Saint-Empire romain germanique politique, et c'était sous la domination spirituelle du pape. La nation française est devenue souveraine
qu'à partir de 1648. Mais est-ce que vous pensez, ma question, Houari Addi, est-ce que vous pensez que le régime algérien a essayé de profiter de cette... de profiter, parce qu'on a vu même, on a vu dernièrement la visite de l'Amamara, par exemple, en Italie. Il est allé visiter même donc là où la prison où il était Jugurtha. On parle même de cette dimension amazigh maintenant, alors que du temps de Gaïd Saleh, on parlait des Amazirs ou de la région de la Kabylie comme étant des Zouafs et des... Non, mais le geste de l'Amama, il est superficiel et il n'a aucune conséquence. Je vais vous dire pourquoi. Il n'y a pas une seule rue en Algérie, une seule rue qui s'appelle rue Jugurtha ou la avenue Jugurtha. Et on voit qu'il est en train de juste d'instrumentaliser l'histoire. Macron, en disant que la nation algérienne n'existait pas, a dit une connerie. Excusez-moi du mot, parce que la nation appartient à l'histoire moderne, et si la nation n'existait pas algérienne, la nation française aussi n'existait pas à la même époque. La nation française est née autour à la fin du XVIe, XVIIe siècle. Et donc, un siècle et demi après, on a été envahi. Parce que c'était les sociétés humaines, les sociétés étaient politiquement organisées sous forme d'empire. Bon, maintenant, Macron a donné au régime algérien un bâton pour le frapper, pour discréditer tout ce qu'il a dit auparavant sur le système politico-militaire. Il n'aurait pas dû dire ça à Macron, parce que c'est faux. Il a touché un point très sensible. Et là, le régime, il veut montrer que l'Algérie était une nation du temps de Jugurtha. L'Algérie n'était pas une nation du temps de Jugurtha, parce que la nation ça ne veut pas dire que les Algériens n'existaient pas du temps de Jugurtha, puisque Jugurtha lui-même est algérien. Mais ce sont des formes d'organisation politique, et les formes d'organisation politique sont historiques, sont le produit de l'histoire. Voyez-vous? Et aujourd'hui, le régime, il va déterrer Jugurtha. Ça, c'est très bien. C'est très bien qu'on reconnaisse Jugurtha. C'est une figure historique de notre histoire, de notre passé. Un boulevard, Fitzgerald, le nom d'un boulevard. Est-ce que vous avez parlé d'instrumentalisation, Houari Addi? Est-ce que vous pensez que le régime donc a profité de cette faute de Macron pour essayer de nous éloigner un peu du contexte politique que vit notre pays? Bien sûr, mais en même temps c'est de bonne guerre. Il leur a donné un coup vraiment. Les déclarations de Macron sont perçues par les généraux comme un coup de poignard dans le dos. Et donc, c'est de bonne guerre. Comme ils ne peuvent pas, si vous voulez, répondre sur la première partie de ces déclarations, ils se rabattent sur la deuxième partie qui est vraiment, là, contestable historiquement et scientifiquement. Très bien. Vous m'avez dit au début de votre intervention, professeur Houari Addi, que vous n'étiez pas au courant des déclarations de l'ancien ministre Taïb Louh. Donc je vais juste vous lire ces déclarations qui a déclaré aujourd'hui. À ma connaissance, il est en prison, non? Absolument. Donc, il y avait son procès aujourd'hui. Il a déclaré au juge, dans un contexte inconstitutionnel, sous un président n'était pas élu. Il parlait bien sûr d'Abdelkader Ben Salah. L'instruction a été entamée à l'époque d'un ministre nommé de manière illégitime. Et là, il parle de Zarmati, à la demande de l'ancien ministre de la Défense, le défunt Ahmed Gaïd Saleh. Il continue, il souligne que la Constitution ne permettait pas un remaniement de gouvernement, ni les limogeages avant l'élection d'un président. Le chef de l'État n'a pas les prérogatives de remaniement du gouvernement. Et je ferme la parenthèse. Ce qu'il a dit s'applique exactement à la période de l'Algérie. Il était lui ministre. Pourquoi il n'a pas dit ça quand il était ministre? Parce que Bouteflika, quand il a eu sa maladie en 2005, il était déjà dans l'incapacité d'exercer et donc la Constitution aurait dû s'appliquer, puisque il y avait vacance de pouvoir. Et il a accepté d'être ministre après 2005 pendant une dizaine d'années, ou plus que une dizaine d'années. Et donc, quand ils sont coincés, quand ils veulent se défendre, et quand ils sont coincés,
alors là, il se rappelle que le régime est illégitime. Mais le régime est illégitime depuis au moins la mort de Boumediene ou de 62. Parce que la légitimité, c'est les urnes. La légitimité, c'est les élections. Vous comprenez? Il n'y a jamais eu... les seules élections libres qui ont eu lieu, c'était en décembre 91, elles ont été annulées, il y a eu le coup d'État. Donc, qu'est-ce qu'il raconte? Il n'est pas crédible, Taïeb Louh, lorsqu'il parle comme ça. Il n'est pas crédible. Il avance ça juste pour se défendre personnellement. Mais en fait, il s'enfonce. Parce que ils vont pas le lâcher. Ils vont lui dire mais tu es avec nous et maintenant tu es en train de donner des armes à l'opposition qui nous critique sur ce terrain. Ils vont encore l'enfoncer. Et il a parlé de l'illégitimité, le Houari Addi, alors que le Hirak aussi, quand il s'est soulevé, a parlé de cette illégitimité. Si on va juste écouter ce qu'avait déclaré Taïeb Louh quand il était ministre de la Justice, juste au début du Hirak. On l'écoute et je reviens à vous très rapidement, le Houari Addi. Oh, désolé, on me dit qu'il y a un petit problème technique dans le son de cette vidéo. On va essayer de revenir très rapidement par rapport à ça. Espérons avoir fixé donc, ce petit problème technique. Le Houari Addi, il parle de l'illégitimité. Le Hirak, quand il s'est soulevé, donc il voulait faire barrage bien sûr à Bouteflika pour un 5e mandat, mais aussi la rupture avec le régime. La principale revendication du Hirak, et d'ailleurs elle s'exprime dans la rue Madaniya Massi Askariya, la principale revendication du Hirak, c'est que la souveraineté qui est entre les mains d'une vingtaine de généraux, la souveraineté populaire qui désigne aux fonctions de l'État, soit transférée à l'électorat. C'est ça, et de manière pacifique. Professeur Le Houari Addi, est-ce que vous êtes toujours avec nous, Le Houari Addi? Ah, je pense qu'on a perdu. On a perdu, on me dit à l'oreillette. On va revenir à professeur Le Houari Addi. Je vais donner la parole à Mohamed Khelfaoui, qui est avec nous par Skype via Skype depuis Alger. Si Mohamed Khelfaoui, si on revient sur les déclarations de Taïeb Louh, qui sont quand même surprenantes, Mohamed Khelfaoui, il parle de l'illégitimité de ce pouvoir, il parle dans un contexte que les décisions ou son incarcération a eu lieu dans un contexte inconstitutionnel, sous un président n'était pas élu. Et là, il parle de Abdelkader Ben Saleh, ou même de manière aussi de nommer de manière illégitime l'ancien ministre de la Justice, Zarmati, qui est ambassadeur actuellement. Messa Akhir, encore une fois, une deuxième fois, c'est toujours bon. À propos de ces déclarations ou de l'illégitimité qu'il évoque, c'est qu'il est très mal placé en fait pour parler de légitimité ou d'illégitimité. Lui qui était ministre sur différents postes du temps de Bouteflika et au moment où son frère, Saïd Bouteflika, dirigeait pratiquement le pays, pourquoi il n'a pas considéré ça illégitime? Pourquoi il n'a pas dénoncé ce vol de la souveraineté ou disons du pouvoir lui-même, à la présidence? Son frère était déjà inapte depuis 2013 compte tenu de sa maladie. Il n'a jamais dénoncé ça. Maintenant, lorsqu'on vole, lorsqu'on abuse de la justice pour faire passer des choses, ou là pour s'enrichir d'une manière ou d'une autre, ou favoriser les uns contre les autres, on n'a pas le droit de... Il faut il a des dossiers, il est appelé, bon certes peut-être de manière illégitime, il a été peut-être dans le sens où le ministre de la Justice n'était pas, disons, désigné au moment où il fallait le désigner, c'est-à-dire qu'il est venu à un moment où on n'avait pas le droit de toucher au gouvernement. Peut-être, mais
il reste toujours un voleur, il reste toujours quelqu'un qui a abusé des pouvoirs, il reste toujours quelqu'un qui s'est attaqué au Hirak, donc au peuple, il reste toujours celui qui a collaboré, travaillé intimement, je dirais, dans le cadre de ses pouvoirs, avec le représentant du président, enfin représentant entre guillemets, Saïd Bouteflika, il n'a jamais descendu, n'a jamais fait de déclaration dans ce sens. Discuter d'un personnage pareil aussi longtemps, on lui a accordé peut-être, à mon avis, plusieurs minutes. Je crois qu'il devait s'occuper de sa défense. Certes, lorsqu'il déclare que c'est illégitime, bon, mais cette illégitimité ne le lave pas de ses bords et des accusations tout à fait infamantes à son égard, l'égard des ministres de la Justice, s'il vous plaît. Donc pour moi, je ne le considère pas, c'est un personnage, il vaut mieux qu'il se fasse oublier. On est dans si on peut dire, dans le noyau du combat ou de la révolution qui a commencé donc en 2019, quand les Algériens se sont soulevés pour dire que ce pouvoir est illégitime. Parce que lui, il a clairement dit, Mohamed Khelfaoui, il a parlé donc d'un contexte inconstitutionnel sous un président n'était pas élu. Et là, il désigne bien sûr Abdelkader Ben Saleh. Mais aussi donc, la nomination de Zarmati. Et les Algériens n'ont pas arrêté de dénoncer. Depuis 2019, Mohamed Khelfaoui, les Algériens, le Hirak, n'a pas arrêté de dénoncer cette illégitimité, ce pouvoir qui a été pris par un clan contre un autre clan, si on peut dire. Ce sont pour le pouvoir algérien, comme l'avait rappelé professeur Houari Addi, en fait, depuis bien avant, depuis l'indépendance, certes, c'est un pouvoir politico-militaire, personne n'a jamais cherché à démentir ou à donner d'autres explications. Et ça, c'est un peu, si vous me permettez, je dirais que, et je l'ai déjà dit, les pays qui se sont libérés par les armes au jour de leur indépendance, la formation la plus organisée, celle qui menait le combat, était l'armée. C'est à l'instar des pays qui se sont libérés du joug colonial du Portugal. Le Mozambique, l'Angola et je ne sais quel autre pays africain, peut-être aussi le Pérou. Ils se sont trouvés avec Ceci étant, certes, peut-être qu'au début, ça pourrait être justifié compte tenu de l'organisation et des situations des pays laissés exempts par le colonialisme. Mais ça ne devait pas durer. Une fois que les institutions sont organisées, une fois que le pays est en marche, il faut faire appel à ce moment-là au peuple qui devrait prendre à bras-le-corps le pays et avancer avec. On peut être plus ou moins derrière pour essayer de maintenir la boussole vers l'orientation qu'a voulu le novembre 1954. Oui, mais il est militaire, il faut qu'on passe à autre chose. Oui. Mohamed Khelfaoui, je m'excuse, je vous ai coupé la parole, je vais vous la rendre très rapidement parce qu'on a des petits soucis de technique avec la connexion avec le Houari Addi. On va juste lui donner la parole très rapidement. Je sais qu'il n'a pas beaucoup de temps. Le Houari Addi, est-ce que vous êtes avec nous? Oui, je suis avec vous. Je suis désolé, on a eu on a eu une petite coupure. Désolé. Oui, je voulais juste vous faire entendre les déclarations de Tayyip Louh au début du Hirak, quand il était bien sûr ministre de la Justice en temps de Bouteflika. On l'écoute et je reviens très rapidement. إن حكمة فخامة رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وبعد نظره
ومتابعته ومحاولات الدولية المرافقة قد حصن الوطن. منطقة التي انساقت وراء شعارات ما فتئت مهالكها أن تجلت واضحة للجميع، وما زالت آثارها وعواقبها تؤثر على الإنسان والبنيان. Donc ça, c'était les déclarations de Tayyip Louh quand il était ministre de la Justice. El-Houari Addi, je vous redonne la parole. Comment... Écoutez, voilà le personnel politique que nous impose l'armée, que nous impose la hiérarchie militaire. Il faut que les généraux prennent conscience que les personnes qu'ils choisissent et qui acceptent de travailler sous leurs ordres, c'est des médiocres. Il faut laisser les Algériens. S'il y avait de vraies élections en Algérie, personne n'aurait entendu parler de lui. Il n'aurait jamais été élu. Les généraux doivent réfléchir au fait que les élites politiques qu'ils nous ont imposées depuis l'indépendance, c'est des élites médiocres, corrompues et corruptibles. Et donc, il faut que les généraux gagnent leur dignité ou la politique. Les Chabi, ils désignent leurs responsables. Ils imposent Ben Grina, Ould Abbas, Tayyip Louh, des gens médiocres, Tama'in, qui n'ont pas le sens de... Alors que le pays a des hommes d'État. Les élections eurent. Mais la question qui peut se poser... La question qui peut se poser aussi de l'autre côté, il y a des questions qui se posent que est-ce qu'il y a une élite algérienne? Est-ce que l'élite algérienne elle est à la hauteur de ces défis que vit notre pays? Hussein, toute société, ça c'est le sociologue qui vous le dit, toute société produit ses élites. Sauf, nous étions une société rurale à 85%, nous étions 8 millions d'habitants. En 1954, on avait une élite. En 1954, on avait une élite et donc toute société produit son élite. Mais nous avons la hiérarchie militaire, elle refuse que cette élite émerge et prenne les rênes de l'État par les élections. Voilà le problème de l'Algérie. Voilà le problème que pose le Hirak. C'est pour ça que, je le dis, il faut que les généraux soient dans le Hirak, qu'ils soient avec le Hirak. S'ils ont de la culture, s'ils ont l'amour de ce pays. Donc, voilà le genre de ministre de la Justice que nous impose la hiérarchie militaire. Voilà, il n'a aucun niveau, il n'a aucune conviction patriotique. Et même Bouteflika n'a aucune conviction patriotique. Bouteflika, Chedli Bezid n'a aucun niveau, Zerouel. Depuis la mort de Boumediene, on nous impose des bras cassés. Mais depuis 2019, El-Houari Addi, depuis 2019, il y a ce projet de nouvelle Algérie, El-Jazair El-Jadida. La dimension d'un sous-préfet, un chef de daïra, il n'a aucune autorité. Ou les ministres, c'est tous des administratifs. La plupart d'entre eux, c'est des walis. Un wali, c'est un administratif, c'est un fonctionnaire. C'est des politiques qui doivent diriger les ministères. Et c'est des politiques qui appliquent le programme de leur parti politique approuvé lors des élections, des campagnes électorales par la population et lors des élections. C'est comme ça que ça se passe. La politique, c'est pas l'administratif. La politique a été réduite à l'administratif. Mais la politique, c'est pas l'administratif. Et je ne vois pas pourquoi les généraux, ils ont peur de la politique. Moi, je rêve d'une Algérie où les Algériens sont fiers de leurs généraux. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tu vas nommer le ministre et le ministre de l'Industrie. Ou même le président. De toute façon, on peut élire un mauvais président. Les Américains, ils ont élu un voyou, Trump. 4 ans après, ils l'ont éjecté. On peut élire un mauvais président. 4 ans après, mais il faut respecter la volonté populaire. Ils nous ont imposé Bouteflika,
qui est un type sans conviction politique, sans culture. Ils nous l'ont imposé 20 ans. Ou malade physiquement ou mentalement. Ils ont 20 ans. Après, il faut assumer. C'est ce qu'a dit Macron. Il faut assumer que c'est un système politico-militaire que nous avons hérité de l'histoire et qu'il faut corriger. Le Hirak est une correction de l'histoire de l'Algérie. C'est une correction de l'histoire de l'Algérie. C'est une autocorrection. Pourquoi il s'oppose à la correction de l'histoire? Est-ce que vous pensez... Je vais profiter de cette occasion, parce qu'on a commémoré très récemment donc, le 5 octobre et on a parlé des les conditions qui nous ont menés donc, à cette révolution du 5 octobre. On sait très bien ce qui s'est passé après. 33 ans après, est-ce que l'Algérie est toujours dans les mêmes conditions? L'Algérie, elle est toujours dans les mêmes conditions. Il y avait, soi-disant, le parti unique. Mais même le parti unique, Tam Sadia, n'avait aucun pouvoir. C'est la hiérarchie militaire, c'est la sécurité militaire, les Tahkem. C'est la négation du politique. Et on est dans la même... Chadli Bejdid, même s'il n'était pas très cultivé, il avait le bon sens populaire, il a imposé le multipartisme, mais la hiérarchie militaire n'a pas accepté. La hiérarchie militaire a avalé le multipartisme et elle a noyauté tous les partis. Et c'est pour ça que ça n'a pas marché. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Les Algériens n'ont pas d'État. Il y a un pouvoir central, il y a un pouvoir exécutif, mais il n'y a pas d'État. Il faut un État. Non, pas d'État, vous êtes en train de dire. Il nous faut, les Algériens ont besoin d'un État pour s'en sortir de cette mondialisation féroce et sauvage. Nous n'avons pas d'État. Nous n'avons pas d'État qui planifie le développement des universités, qui planifie le développement économique. Vous savez que les Chinois, entre 1980 et 2000, sont devenus une puissance économique mondiale en 20 ans. On peut devenir une puissance, pas une puissance, on peut avoir une économie développée en 20 ans. Mais ومازال احنا مازلنا نهضروا على البطاطا والحليب والزيت. والعدس. لا صح. J'ai oublié l'ADS, pardon. Non, il faut que les généraux se réveillent. Il faut que... C'est de la fainéantise de leur part. Ça va Non, il faut qu'ils se réveillent. Et on va où? Et la génération Al-Hirak, elle est pacifique. Ça ne veut pas dire que la génération qui va venir plus tard, elle sera pacifique. C'est pas... Il faut qu'il fasse... il faut qu'il y ait une transition pacifique. Il faut qu'il y ait une transition pacifique. Est-ce que vous pensez qu'il y a des sang qui tombent? Est-ce que vous pensez, le Houari Addi, qu'il y a des gens au sein de ces militaires, de ces généraux, donc vous avez parlé des généraux, qui sont sages et qui vont dire que c'est le moment ou jamais de sauver cette Algérie? Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens qui vont répondre positivement? Quelle perspective? Parce qu'en ce moment, les Algériens vivent un désespoir. On a vu ces derniers temps, et ici à Al-Maghrébia même, on a parlé beaucoup du phénomène de l'Harraga, et qui touche tous les couches sociales en Algérie. Est-ce que vous pensez qu'il y a des gens sages au sein de ce régime? Écoutez, moi je vais vous donner une opinion. Je ne vais pas vous donner des informations, je n'en ai pas. Moi je suis sûr et certain que le général Al-Irdiri n'est pas un phénomène isolé dans l'armée algérienne. Il y a des officiers supérieurs qui pensent comme Al-Irdiri, mais par solidarité de corps, ils ne veulent pas qu'il y ait des dissensions au sein de la hiérarchie militaire, et ils ont raison. Il y a tous les généraux algériens ne sont pas corrompus. Tous les généraux algériens ne sont pas corrompus. Il y a 20% ou 30% qui sont corrompus, mais 70% officiers supérieurs. Ces généraux-là, il faut qu'ils se réveillent et qu'ils disent qu'il faut trouver, c'est un problème politique, il faut le résoudre politiquement. On ne peut pas le résoudre par la répression. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? En 10 secondes, le Houari Addi, merci beaucoup pour votre temps. Est-ce que vous avez de l'espoir? Est-ce que vous avez de l'espoir que notre pays arrivera un jour à changer, à avoir un État, quand vous êtes en train de dire on n'a pas d'État? Écoutez, en 1951, 1952, 1953,
les nationalistes algériens étaient désespérés parce que la Tunisie bougeait, le Vietnam bougeait, le Maroc bougeait et l'Algérie ne bougeait pas. Ils étaient désespérés. Et 7 ans, 8 ans après, on était indépendants. Non, il ne faut jamais perdre d'espoir. Il faut jamais perdre d'espoir. Il y a une jeunesse dynamique, il y a des aspirations profondes à la modernité, et il nous faut un système politique qui articule l'État à la société. Et les généraux comprennent que la transition démocratique vers l'État civil est nécessaire, et j'espère qu'elle se fera, et il faut qu'elle se fasse pacifiquement. Merci. Voilà Yatik Saha, professeur Houari Addi. Merci beaucoup. Professeur Houari Addi, professeur mérite de sociologie à Sciences Po à Lyon, qui était avec nous. Yatik Saha, barakallahu fik. On va donner la parole à Maître Nabil Esmaïl avant de revenir à Mohamed Khelfaoui, que je sais que peut-être qu'il veut rebondir sur les déclarations de professeur Houari Addi. Maître Nabil Esmaïl, avocat membre du Conseil national FFS, marhaba bik, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à vous et à vos auditeurs. Merci beaucoup, Maître Nabil, d'avoir accepté cette invitation. Si on revient un peu sur les déclarations de Taïeb Louh, l'ancien ministre de la Justice, Nabil Esmaïl, donc un domaine que vous connaissez très bien, et vous avez défendu donc des centaines de hirakistes par l'injustice qu'ils ont subi. Quand il parle de l'illégitimité de ce pouvoir, Taïeb Louh, quelle est votre lecture par rapport à ces déclarations? Extraordinaire. Je fais une lecture de quelqu'un qui assiste à un retour de situation, parce que s'il parle d'un pouvoir illégitime, qu'il a considéré que depuis l'arrivée de Ben Salah, le peuple parle de pouvoir illégitime depuis 62. Donc je pense qu'il y a un décalage entre lui et le peuple, parce que lui, il a toujours fait partie de ce pouvoir, de ce régime. Si un jour les magistrats pouvaient enlever sur eux l'obligation de réserve, ils auraient parlé de cet homme et de ce qu'il a fait, de la façon avec laquelle il a instrumentalisé la justice pour faire plaisir à ses amis, pour faire des passe-droits, pour باش يحقر باش يبكي الناس باش يدخل الناس للحبس. Et aujourd'hui, il est devant ces mêmes juges qui peut-être il a injustement qui peut-être à qui peut-être il a fait du mal, parce que je peux vous dire que de là où je suis, je peux vous dire que c'est un homme qui a fait beaucoup de mal à des magistrats très compétents, très honnêtes, qu'il a empêché de décoller pour placer ses copains, pour placer ceux par lesquels le slogan Adalet Téléphone est arrivé. Donc, s'il critique la nomination ou le déclenchement de son enquête, ou celui qui a donné l'ordre d'ouvrir ce dossier, il devra se rappeler que lui, il était sous les ordres de quelqu'un qui avait spolié, volé le sceau de la République. Il faudra qu'il se rappelle qu'il obéissait à un simple conseiller du président qui avait abusé de l'état de santé de son frère pour prendre en otage tout un État, tout un peuple et tout un pouvoir judiciaire. Il faudra pas qu'il oublie que lui a envoyé des SMS pour donner des orientations, et qu'il y a eu des SMS qu'il envoyait à des magistrats pour classer tel dossier, ou lever le mandat d'arrêt de tel autre, ou cacher un mandat d'arrêt de tout l'autre. Donc on ne peut pas écouter quelqu'un qui a fait l'illégalité, qui a utilisé et qui a fait un abus d'autorité et un abus de pouvoir. On ne peut pas avoir pitié de lui quand on l'entend dire que la poursuite a été déclenchée par un procureur. Maintenant que l'instruction soit venue d'un ministre qui a été nommé par Ben Salah, il a fait partie de ce gouvernement. Il a fait partie de ce changement. Il a recueilli
il a recueilli la démission ou le renoncement de Bouteflika au 5e mandat. Il a été chez lui à la résidence de Zeralda, tout en sachant que ce n'était pas Bouteflika qui l'avait rédigé. Donc il ne peut pas être, il peut pas prêcher une bonne parole ou se plaindre d'une injustice quand lui, il a fait partie de toutes les injustices qu'ont subi les Algériens, de toutes les injustices qu'a subi la justice, de la déliquescence d'un pouvoir comme la justice. Quand le peuple est sorti pour dire istiqlal adala, istiqlal دولة مدنية مش عسكرية نطالب libérer la justice, c'est qu'il réclamait qu'elle soit libérée de ce type de ce type parfait d'homme du pouvoir, parce que c'est un homme du pouvoir, c'est un homme qui a fait partie de ce système, qui a toujours considéré que les institutions de l'État sont au service d'un régime et pas au service d'un peuple. Alors maintenant, vous allez me dire, est-ce qu'il avait raison ou il n'avait pas raison? Lui, il se défend comme il peut, mais il est en face d'une justice qu'il a fabriquée. Il est en face d'une justice qu'il a vidée de tout son sens. Il est en face d'un appareil qui est passé d'entre les mains d'un groupe pour aller dans les mains d'un autre groupe. Donc, ce genre de lutte de clan n'intéresse pas le peuple. Ce qui intéresse le peuple, c'est qu'on n'oublie pas les détenus d'opinion. C'est qu'on ne doit pas oublier Ftah Ras. On ne doit pas oublier, le jeune Mjahid. On ne doit pas oublier Tajadid. On ne doit pas oublier toutes ces centaines de détenus qui croupissent dans les prisons du régime parce qu'ils ont exprimé une opinion et qu'ils ont exprimé un rêve. Celui-là a fait partie d'un régime. Moi, je suis militante d'un parti qui a été créé en 63 pour dénoncer un coup de force, pour dénoncer un coup d'État, et nous en sommes en 2021 en train de dénoncer les conséquences du même coup d'État, les conséquences du même régime qui continue à considérer que l'État n'est qu'une métaphore et qu'il n'existe qu'un pouvoir qui doit avoir un État et pas le contraire. Donc, je crois on va revenir aussi, Nabila Smaïl, je vais vous laisser continuer. On va écouter juste le Hamel aussi, ce qu'il avait déclaré quand il avait parlé donc, de la corruption, que celui qui veut combattre la corruption, il faut qu'il y ait les mains propres. Il avait déclaré, on écoute le Hamel et je reviens à vous. في التحقيق الابتدائي نقولها بكل صراحة كانت فيه تجاوزات وكانت فيه اختراقات، ولكن الحمد لله القضاة كانوا في المرصاد وما خلاوش وحسموا الأمور وما خلاوش الأمور تتميع. المؤسسة الشرطية عازمة باش تواصل العمل تاعها، عازمة باش تواصل محاربة الفساد. وهنا نقول اللي يبغي يحارب الفساد لازمه يكون نظيف، اللي يبغي يحارب الفساد. نبيل اسماعيل اللي يحب يحارب الفساد لازم يكون نظيف. avait déclaré donc الهامل. On se rappelle très bien de ces déclarations. Jusqu'à quand les Algériens ou l'Algérie restera otage de cette lutte clanique, Nabila Smaïl? Écoutez, le peuple a décidé de se libérer de tout ça. C'est pour ça qu'il a entamé une révolution pacifique. Et c'est parce qu'elle est pacifique qu'elle prendra du temps. Parce que ce que nous avons gagné, contrairement à ce que beaucoup pensent, c'est que parce que nous avons gagné quelque chose qui est extraordinaire. Vous savez, au jour d'aujourd'hui, tous ces partis-là peinent à recueillir des signatures pour les élections du 27 novembre. Donc il y a une prise de conscience. Il ne faut pas penser que nous allons accueillir les fruits de cette révolution pacifique au bout de 2 ans. Moi, je ne peux pas désespérer parce qu'il s'agit d'enlever un régime qui a pris l'Algérie en otage depuis 62. Il ne s'agit pas d'enlever l'équipe de Bouteflika ou d'enlever le Hamel ou d'enlever Nuh. C'est tout un système. Il faut que les gens
comprennent que هذه منظومة حكم فاسدة لا تتوقف لدى الأشخاص. راحت l'équipe de Bouteflika, جات une autre équipe, rien n'a changé pour le pouvoir, pour le peuple, parce que ce pouvoir s'est mis en tête que l'Algérie lui appartient. Ahmed Allah yarhamou disait que tous les pays du monde avaient des généraux, il n'y a que chez nous que c'est les généraux qui ont un pays. وهذه الكلمة عندها وزن تاعها ثقيل. Donc moi quand j'entends des propos pareils et quand je vois qu'ils sont tous en prison, écoutez, moi je n'irai pas par 36 chemins pour dire qu'il y a des luttes de clans et que le peuple a décidé de ne pas s'inscrire dans cette lutte de clans parce qu'il a compris qu'ils font tous partie du même régime et qu'ils ont tous été façonnés dans le même moule. Dans ce moule qui leur a mis en tête que le pays leur appartient, ils en disposent comme ils veulent. Moi, quand je vois les magistrats, quand je sais que les magistrats souffrent de ne pas pouvoir gérer leur dossier comme ils veulent, ils souffrent des coups de fil qu'ils reçoivent, ils souffrent des orientations qu'ils ont tous les jours. Alors Zarmati est parti, un autre est revenu, mais c'est le mandouma rahi fasida. Et pour reconstruire tout ça, il faut du temps, il faut des hommes, il faut une transition, il faut continuer à y croire. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'innocents en prison. C'est vrai qu'il n'y a pas un jour où on n'est pas interpellé par des jeunes qui subissent des provocations policières, qui sont harcelés dans leur quartier, qui subissent des vérifications d'identité à tout bout de champ. Mais on continue à leur dire, ma'alish, c'est des contrôles de routine, ne perdez pas contrôle de vous-même, ma'alish, hadi thawra silmiya, mais il y a un volcan et c'est difficile de maintenir ce volcan et c'est difficile de le retenir d'un éclatement qui pourrait faire beaucoup de mal. Mais on continue à y croire parce que hadi mandoma fasida, et je suis étonnée qu'on donne de l'importance. C'est vrai qu'il faut en parler, c'est vrai qu'il faut peut-être même en rire, mais moi ce qui me fait mal, c'est qu'un Fethi Gharas passe son 102e jour en prison sans que son procès soit fixé. Restez avec nous, Nabil Esmaïl. Allah yabarak fi, parce que je sais que on a une discussion avant l'émission, je sais que vous avez des obligations. Je ne vais pas trop tarder, je vais donner juste la parole, revenir à Mohamed Khelfaoui qui est en train d'attendre impatiemment. Mohamed Khelfaoui, je pense que vous voulez rebondir par rapport à ce qu'a dit El Houari Addi. Oui, mais c'est juste faire remarquer que, parce que en réponse à votre question, depuis octobre 88 à ce jour, il considère que la situation est la même. En fait, non, évidemment non. Elle n'est pas la même. Peut-être que les revendications restent les mêmes, mais les situations ne sont plus les mêmes. Parce que les hommes qui pouvaient prétendre à la gouvernance de la nation faisaient valoir leur légitimité révolutionnaire, ils ne sont plus là. La jeunesse d'aujourd'hui, forte de toutes ces expériences depuis 62, transmises évidemment de génération en génération, jusqu'à aujourd'hui, a changé de type vous voyez un petit peu avec les moyens qu'elle a, etc. Elle est partie faire Silmiya, par exemple, et revendique un changement de système de gouvernance, et en particulier un état de droit dans une certaine démocratie, etc. Donc, pour moi, c'est monsieur le professeur, que je respecte et que je lis, je crois qu'il s'est laissé aller à un décalage, peut-être, il a vu la situation globale, peut-être, mais pas, en tout cas, elles ne sont plus les mêmes, ces situations. Quel que soit le niveau de considération, ou de l'angle de vue. En second lieu, lorsqu'il considère, ou là il se pose à laquelle il s'interroge, y a-t-il pas des généraux sages? Oui, bon, on est en droit de se poser la question. Mais il faut en même temps poser l'autre question. Y a-t-il des hommes politiques, je parle surtout beaucoup plus de l'opposition, beaucoup plus des gens sincères qui cherchent à changer, même s'ils ne sont pas dans l'opposition. Y en a-t-il des hommes sages? Vous savez, jusqu'à aujourd'hui,
Moi, je lis, je suis, on essaie d'organiser certaines choses pour, disons, essayer de contribuer. Et je constate parfois douloureusement que les gens ne sont pas, on n'est pas sur la même base de, j'allais dire, de revendication, mais disons d'approche. Beaucoup plus, c'est plus juste de dire d'approche pour une solution de la crise de notre pays, provoquée donc par ce système qui depuis tout le temps fonctionne de la même manière, avec les mêmes erreurs, vous avez dit tout à l'heure, on est au fond, on est descendu jusqu'au fond. Et on est en train de creuser, non, même pas, on ne creuse pas, on est collé là-bas. On s'est fait piéger, on est collé au fond, on n'a ni à remonter ni à descendre. On est sur place, c'est le statu quo. Donc maintenant, est-ce qu'il y a des généraux qui ont-ils tenté d'entrevoir la possibilité d'un changement dans le sens demandé par la population, j'ai failli dire les populations, considérant celles depuis 62 jusqu'à aujourd'hui, par les hommes politiques depuis 62 à aujourd'hui. Mais il faut d'abord que, je vous assure que nous menons on essaie de contacter les gens pour trouver une commune qui ne menace pas l'État, l'existence de l'État, mais plutôt qui va donner peut-être du courage, entre guillemets, mais peut-être qui va donner foi à ceux qui dirigent, à ceux qui détiennent les commandes, de dire, tiens, on peut aller vers ça. Il n'y a pas de danger, rassurer que l'État est l'État, sans pour autant trop changer les rapports de force, également, parce que les gens, chacun a derrière sa tête certaines choses. Mais surtout le rapport entre l'État et le peuple. Très bien. Mohamed Khelfaoui, parce que je dois entamer le deuxième sujet, et je pense qu'on a avec nous Salah Assad, qui est l'ex-international algérien. Mais avant tout, j'aimerais donner 1 minute 30 très rapidement à Nabil Esmaïl. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps. Vous avez entendu Mohamed Khelfaoui qui dit avoir donc des différends par rapport à ce qu'a dit Al-Hawari Addi. Qu'est-ce que vous voulez ajouter, Nabil Esmaïl, sachant que on vit dans une situation qui est très difficile. Notre pays traverse une situation très difficile d'instabilité, d'angoisse, de désespoir qui touche la population algérienne, mais aussi d'un blocage politique. Très rapidement, Nabil Esmaïl. Moi, je ne partage pas ce qu'a dit le professeur Hawari Addi, que je respecte beaucoup, en disant qu'il n'y a pas d'État. En fait, il y a un État qui est fragilisé par un régime qui veut tout détruire ou tout emporter avec lui en cas où il part. Parce que tous les problèmes sociaux, les problèmes politiques, les problèmes que nous vivons nous a fragilisés, même sur le plan international. Tout ce qu'on subit comme attaque de l'extérieur, nous sommes devenus une risée, nous sommes devenus même une cible. Une cible parce que ils ont en face d'eux pas un peuple qui est faible, parce qu'un État c'est quoi? Un État c'est le sol, c'est le peuple, c'est la souveraineté, mais là c'est le pouvoir qui est en train de fragiliser cet État, parce que l'État, c'est le peuple, c'est les institutions, et le peuple a décidé de préserver l'État de ce régime qui a tout détruit et qui a tout mis à son service. Ce qui est en train de se passer sur le plan international est très dangereux, parce que les États forts et les États, ils sont en train d'utiliser une Algérie faible, parce qu'elle a un régime qui n'est pas légitime, donc qui est rejeté par la rue, et qu'elle utilise pour avoir la légitimité de l'extérieur, parce qu'ils savent qu'il n'a pas de légitimité à l'intérieur. Donc quand on parle de y a-t-il des généraux, pourquoi devrais-je m'adresser à des généraux qui, selon la Constitution, sont censés s'occuper de la sécurité du pays? Là, ils nous ont imposé un futur dialogue ou une solution qui doit passer par les généraux. Ici, il doit passer par les généraux. Moi, je le dis clairement. Je sais qu'il y a des généraux qui ne veulent pas que l'Algérie disparaisse. Je sais qu'il y a des... Mais ceux-là, ont-ils la force, ont-ils le pouvoir d'imposer cette transition et ce dialogue qui sera ouvert? Parce que les vrais tenants du pouvoir doivent prendre une responsabilité historique et imposer un changement pacifique et passer par la solution politique et pas la solution sécuritaire.
Merci beaucoup, Maître Nabil Ismaili. Yatik Saha. Nabil Ismaili qui était avec nous. On va donner la parole à Saleh Assad qui est avec nous, qui nous a rejoint, l'ex-international algérien. Saleh Assad, marhaba bik. Merci d'avoir accepté l'invitation. الله يسلمك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. الضيوف تاعك وكاع التابعين الى المغاربيه. الله يبارك فيك سي صالح. عليكم السلام ورحمة الله. صالح Assad, si on revient un peu sur les déclarations Belmadi, يعني concernant donc cette rencontre avec l'Algérie contre le Niger. Il s'est plaint bien sûr du terrain. Surtout les joueurs. On va revenir bien sûr sur ces déclarations. Mais avant de vous donner la parole, Saleh Assad, on va écouter donc Belmadi qui a critiqué donc le critique est un droit absolu il avait déclaré. Nesm'oulou et je reviens à vous. Vos mots. Comment on dit critique en arabe? Hein? Ça c'est un droit absolu, faut pas me l'enlever, enlève-moi tous les droits, mais ne m'enlève pas ce droit à la critique. Et là je critique, je suis un au Hakan Nurgoud Farhan le soir, j'ai critiqué aujourd'hui, c'est bien, super. Donc Donc c'était la déclaration de Belmadi. On va essayer d'écouter aussi le soundbite de cette vidéo de Mahrez, les déclarations de Mahrez et Slimani qui ont critiqué aussi le terrain de Mustafa Chakar. À l'arrivée, quand tu regardes le score, il y a 6-1. Donc c'est ça qu'on va retenir sur ce match. On a été réaliste et voilà, on avance, comme j'ai dit, et il faut continuer. Là-bas, ça ne va pas être une partie de plaisir. Je pense que le terrain il va être mieux qu'ici. C'est grave de dire ça, mais c'est une triste réalité et c'est la réalité qu'on vit maintenant. Donc voilà, je pense que on devrait faire un effort, un gros effort même, pour essayer de nous donner des meilleurs terrains, pour qu'on tire tous vers le même objectif et vers le même chemin pour aller à la Coupe du Monde. Et ça passe par ces détails-là. Moi, je voudrais parler sur ça aussi. Je trouve que, comme il a dit tout à l'heure, je trouve que c'est grave qu'un pays comme l'Algérie, on a des terrains comme ça. Pour aller en Coupe du Monde, il faut mettre tous les éléments sur au contraire, les équipes nous plus de force. Une équipe comme nous qui joue au ballon, qui produit du jeu, je pense qu'on n'a pas le droit de trouver des terrains comme ça. On vient une fois par mois pour représenter un pays comme l'Algérie, de trouver des terrains comme ça. Je crois que c'est une catastrophe, c'est grave. C'est grave. Salam alaikum. Fala Hamza, question pour vous, coach. Donc ça, c'était les déclarations de Belmadi, le coach, mais aussi de Mahrez, le capitaine, et de Slimani. Saleh Assad, يعني سمعت واش قال بلمادي، سمعت واش قال محرز، واش قال سليماني، واش رايك يعني في هذا الرداءة اللي راهي ترجع كل خطرة، يعني on voit cette médiocrité de la gestion qui revient tout le temps, même au haut niveau، يعني حتى الفريق اللي شرف الجزائريين ورفع راسهم وحتى يعني les Algériens ont nommé بلمادي يعني وزير السعادة، ولكن ما سلكش كما نقولوا احنا بالعامية. ما سلكش وما يسلكش باسكو سي اون كما قال واسموه، هذا هو الطابع تاعنا، هذه الطبيعه تاعنا. حنا سايتي تو الطون دوبوي كون ايتي تو جون. حنا في الجزائر تما حتى لو راف il est interdit de rêver. Parce que هما c'est des jeunes quand même، فهمت، راهم ils sont sur un nuage، ils veulent produire le beau football، حبوا يجوا يسيبوا روحهم dans des stades comme les stades اللي راهم في العالم كامل quand ils viennent dans des terrains. ولا كيما par exemple جمال بلمادي qui est premier responsable تاع الفريق الوطني في une déclaration يقول باللي la pelouse n'est pas bonne. Si Belmadi le dit, et il n'a pas besoin باش تما شغل يزيد يعاود يزيد يجيب des témoins joueurs parce qu'on lui a répondu
تجيب له ديبوتي يهضر في بلاصه يهضر على لا بولوج، تجيب له ديريكتور تاع ستاد يجي يكذب تسمعني يقول باللي فوالا لا بولوج اللي بون، ومن كان حنا في التلفزيون كنشوفوا انا اون طون كونسيون فوتبولور نشوف جي با بوزون تما شغل تحكي لي هكذا، نشوفها من بعيد نعرف باللي لا بولوج اللي با بون، انا با ايتي توشي انا با ايتي فهمت يعني سيتي دو ريبلاتراج برك يعني ما خدموش فيها يعني يفوت ريان يفو ريان بور افوار يعني ان ستاد بيان ان بولوج بيان دونك تكذب تسمى انت يا نونترينور هكذايا ومن بعد لي توبليجي دو فير اون سورت باش يجيب دي جوار اي انكور بور بارلي. والله العظيم غير سي المهم انا عشت هذه المعيشه هذا عشتها الى يومنا هذا نشوف هذا الشيء هذايا جو لي فيكو دونك سي غراف سي ولا يعني سي صالح يحسن بها. نعم سي صالح سامحني قطعتك برك. الناسيونال انت تروح تجيب لهم بونوم يهضر في يريبوندي له، واش تجيب لهم ديبوتي يهضر في يريبوندي لي على قلت بولوز اني با بون. الا دي لونترينور باللي اني با بون شك اني با بون يعرف وشنو يعني فو نافي با بوزوان يعني تروحوا تجيبوا ناس واحد اخرين يتكلموا ويكذبوا قدام الغاشي لو ريديكول كيما قال لك تي با عندنا. هو محرز يعني il est parti très loin سي صالح قال باللي peut-être le match retour هذا اللي رايحه تلعب يعني الجيري qu'elle va disputer رايح نلعب في لابولوز تاع النيجر peut-être افضل قال بالك peut-être لابولوز تاع النيجر تكون احسن من هذا لابولوز parce que peut-être ailleurs les gens quand on leur donne يعني un boulot à faire ils le font convenablement. احنا عندنا ça a été toujours c'est du bricolage toujours enfin il y a pas de sérieux et on n'arrive même pas à avoir une pelouse un terrain spécial c'est l'équipe nationale يلعبوا فيه عندهم une belle pelouse et dommage parce que انا كنت نشوف هذا الفريق déjà en 2017 on pouvait هذه l'équipe nationale faire un travail pour que cette équipe يعني soit champion déjà auparavant يعني قبل ما مصر يعني on pouvait faire une coupe d'Afrique عندنا leur faire du moment qu'on a une bonne équipe une bonne cuvée de jeunes on fait en sorte باش يعني تكون عندهم des possibilités à les aider à être des champions يعني à organiser un tournoi تاع coupe d'Afrique في l'Algérie on n'a pas pu le faire وعلاش parce que c'est les gens qui étaient à la tête de la fédération ils travaillaient pour eux ils travaillaient pas pour l'Algérie فهمت يعني ما كانوش يخدموا للفريق الوطني et ça les gens le voient pas فهمت ما يشوفوش الحوايج يشوفوا غير الحوايج محسوب عليها هكذايا parce que aujourd'hui on a gagné c'est كما قال c'est l'arbre qui cache la forêt. المشكلة c'est que dans tous les domaines حنا في الجزائر on a des problèmes. Alors en parlant du foot du sport ça a été tout le temps comme ça. Salah Hassad, le ministre de la Jeunesse et des Sports, il a pris la décision donc de limoger le directeur du stade Mostafa Tchakar. Est-ce que la question est une question de directeur ou c'est une question de politique de gestion? Peut-être le directeur on lui a demandé d'aller parler. Mais le travail n'a pas été fait قبل نهار دار la déclaration Jamal Belmali. Au lieu de s'occuper يعني قلت لك باش الناس تبدا تخدم في لا بولوز مع ذاك الوقت الى يومنا هذايا قعدوا بوتات يقول لك نجموا نبلعطوا الناس وبون يفون فينير سي ان ماتش برك نغطوها ونديروا لها هكذايا فهمت بوتات ايزون ايتي كونسيي فهمت قال نخلوها واش عليه اون بو فير باسي لو ماتش هذاك ومن بعد نشوفوا دونك بوتات انا بور موا حتى الديريكتور هذاك il est pour rien. On lui a demandé d'aller, on a demandé à la télévision d'aller faire un reportage et de montrer le rose, elle est bonne ou enfin le journaliste avec. Pour moi, je ne peux pas faire ça. ما تقدرش تكذب هكذا في الوجه هكذا للناس. ومن بعد ils vont découvrir les gens. Ils vont venir au stade, ils vont voir la pelouse. Donc pour moi هذه تسمى شغل تليموج وهذه الناس سي بلو فاسيل باسكو سي فاسيل كيما قال الانسان محقورتي يا جارتي au lieu de faire une politique auparavant من قبل يعني دوفوار ديجا من قبل ما نلعبوا لها هذا الشيء هذه
تري رابيدمون صالح الصاد، يعني سمعنا بالماضي قال لي بحق الانتقاد حتى واحد ما ينحيه لي، يعني لو دروا دو كريتيك است ان دروا ابسولو اللي قال اسك كاين بزاف راهم يشوفوا باللي بالماضي راهو كما نقولوا احنا بالجزائريه تاعنا راهو حجره في الصباط، يعني اسكو باسكو اون نيم با سا، قلت لك اون نيم با سا. اسمع نحكي لك une fois on était au stade du 5 juillet, il y avait Hamid Zouba qui était entraîneur à l'époque. Hamid Zouba a fait une déclaration quand il me dit on n'a pas de bus, on n'a pas de bus يعني اللي باش يدينا l'entraînement, le manger تاعنا on a des problèmes. جيت انا la presse ils m'ont donné يعني la parole باش نتكلم. قلت لهم ودي حميد كي دي est vrai. اي اون بليس احنا في الزمان تاعنا ما نخرجوش بزاف الكلام على برا، فهمت يعني شغل اون ايتي بوكو بلو ريزيرفي ومالفين بكلمه واحده ونحشموا ما نحبوش نكشفوا ما نحبوش. والوقت هذاك ما كانش يعني لي ريزو سوسيو صالح حسن، ما كانوش لي ريزو سوسيو. قلت هذيك الكلمه سا باسي في الجورنال، يعني قلت فيريتي، قلت لهم ودي اون دي شامبر دي لي تاعنا شغل تاع لي لي تاع بور لي جون دو 15 ans، سي با دي لي تاع لي زادولت بور دي جوار كبار. ا طابل اون مونج با بيان، يعني اون ا دي بروبليم اوسي بور لو مونجي. جي ايتي افيك سوليدير افيك حميد زوبا. Et tu ne vois pas que le président de la fédération, Allah yarhamou, حتى بقى الله يرحمهم, parce que حتى بقى تاريخ, ils étaient là, c'était le ministre. جيت داخل الصالون لقيت الوزير تما مع رئيس الفيدراليه. الوزير قال لي صالح اليوم رانا كلنا مليح، تسمى هو تبع الكلام اللي قلته. قلت له مسيو المينيستر باسكو اوجوردي يا فوتر بريزونس، باسكو اليوم تراك هنايا اي لي جون كون ايت ان تران دو فوار كي سون اوتور نشوفوهم غير نهار تجي، تسمى يفيان با لو جور دونت اون ا بوزوان، كونت اون ا بوزوان لو بوس، كونت اون ا بوزوان دالي يعني ابريلمون ولا دو جوي ماتش ايور ولا حاجه باش يتبعونا، ما كانوش يجوا، يعني يخلونا ليفري ا نو مام. Donc c'était des amis تاع l'entraîneur ou des amis des joueurs qui venaient ou avec nos propres voitures pour aller à l'entraînement maintenant. يعني قلت له tu m'as يعني agressé par rapport، يعني انت درت في بالك باللي كنت le ministre il est là يعني je vais pas te répondre. Donc je vais te répondre. قلت له aujourd'hui c'est votre présence qui a gêné les bonhommes. فهمت؟ كي جيت انت اليوم جابوا لنا الماكله مليحه داروا اوتور، مي اون فيريتي هذه المشكله. بارك الله فيك سي صالح. جمال يعطيه الصحه، تو الموند لام بور سا، فهمت يعني باسكو دي دي شوز لازم يلي لو بريمير ريسبونسابل، il est responsable de cette équipe. S'il parle حقه باش يتكلم، il doit pas يعني يقوبي كاع الاخر تاعهم. وجمالك نحبوه ان طونك كي كان جوار، كي بالعربيه كي دي جوار كي تي فهمت ils apportaient quelque chose يعني pour cette jeunesse parce que les jeunes peut-être ils parlent pas mais لازم واحد يتكلم، لازم يقول دي شوز اللي راهم كاينين. شكرا، الله يبارك فيك سي صالح، بارك الله فيك. نشكرك على هذا المداخله تاعك صالح الصاد، l'ex-international algérien qui était avec nous depuis Alger. Le mot de la fin, Mohamed Khelfaoui, mais avant de vous le donner, on va essayer d'écouter donc les déclarations du ministre de la Jeunesse et des Sports, bien sûr. Et là, je vous laisse après le mot de la fin. On écoute le ministre de la Jeunesse et des Sports. المطاف كي نسمع السيد رئيس الجمهورية يتكلم على العصابة، هذا وين استوعبت واش معنى العصابة. ربما العصابة مش أشخاص فقط، هي ثقافة، هي عقلية اللي راهي ربما موجودة في كل واحد فينا، اللي خلات الناس تتصرف في الممتلكات العامة ولا تشرف عليها كأنها، اسمحوا لي العبارة، كالراية، يعني كالكان دو باساجي. الدولة كما قالوا الشباب الرياضيين بحجم الجزائر توصل إلى هذه المرحلة، يعني شيء مؤسف. أنتم تبعتوا وإحنا اتخذنا بعض القرارات الفورية اللي هي تعتبر يعني حلول آنية لمواجهة القضية، ولكن الأمر أعمق يتطلب تحضير أكثر. قرارات الفردية ربما اللي كنا في المطار يعني دخلنا في الاخر في العقليه ولا الذهنيه
تاع العصابه الجزائريين ما فهموا والو، مازال العصابه راهي حاكمه، مازال ذهنيه. نروحوا برك افون دو دوني لو بارول نشوفوا البوست هذا، اون فا فوار لو بوست دو بروفيسور سليم بن خده. وحالة المستشفى تشبه حالة الملعب بل أسوأ، وقد نبه الأطباء على ذلك، وكان جواب القوة الضاربة المطرق. خلينا اون فا دوني لا بارول محمد خلفاوي. محمد خلفاوي. Moi, pour Monsieur le ministre, il a dit la chose et son contraire. Donc, l'Isaba, etc., et chacun a dans sa tête une certaine manière de gérer. Il se considère passager, donc pratiquement non concerné. يعني حتى لا pelouse d'un terrain ندخلوا لها العصابة محمد خلفاوي. Oui. Et ensuite, il va venir pour justifier la situation. Donc, c'est la chose et son contraire. Non, c'est toujours ce même esprit, ce manque de capacité à prendre ses responsabilités, à les assumer. Notre capitaine d'équipe, lorsqu'il dit que probablement le terrain du Niger à Niamey serait meilleur que celui-là, c'est-à-dire il considère que notre terrain est dans un état piteux, duquel on ne peut pas descendre plus bas. Donc, certainement que l'autre serait meilleur. Est-ce l'arbre qui cache la forêt? Certainement, parce que ce mode de gestion, c'est se laisser aller, ce manque de suivi, parce qu'on donne des ordres et ensuite on ne suit pas, évidemment, vous ne pouvez pas espérer grand-chose. Là, on le trouve partout. Vous avez cité également la santé publique, nous l'avons vu. Un peuple qui meurt pour absence d'oxygène. Nous avons vu le manque de moyens pour éteindre les feux de forêt. Donc, il n'y a pas de gestion, il n'y a pas de suivi. Merci. يعطيك الصحة محمد خلفاوي. Allah يبارك فيك. سامحني, on est arrivé, on est en train de me dire qu'on est arrivé à la fin de cette émission. Merci beaucoup Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire qui était avec nous depuis Alger. Merci à professeur Houari Addi, professeur émérite de sociologie à Sciences Po de Lyon. Merci à Maître Nabil Esmaïl et merci aussi à Saleh Assad, l'ex-international algérien qui était avec nous dans cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Bqaw ala khair.